si vous comprenez l'or, c'est la même chose, pour la simplifier. On est obligé de mériter le Bitcoin qu'on possède, soit en le minant, soit en l'achetant. L'impact culturel, mais Bitcoin a sa propre culture. Il y a crypto et Bitcoin. Et les cryptos font partie des fiats. C'est la première fois qu'on voit des participants qui restent assis du matin jusqu'à l'après-midi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Dara du Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un ami que je fréquente depuis un petit moment, mais que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer en personne. Et grâce à Bitcoin, quelque part, puisqu'il il nous rend visite à Dubaï pour une conférence Bitcoin, on a l'occasion de se voir, de discuter ensemble. Alors, je lui ai proposé justement de profiter de cet échange et de faire un entretien, un échange, un podcast pour qu'il puisse nous parler de son expérience dans le Bitcoin, qui est très vaste, et de plein de choses qui, j'espère, vous intéresseront énormément, notamment Bitcoin dans le monde du Moyen-Orient, dans l'Afrique, et puis également ses activités autour de Bitcoin et bien plus. Alors, il a accepté le défi de faire cet échange en langue française. Il n'est pas, la langue française n'étant pas sa langue maternelle, j'apprécie énormément son effort pour ça. Mais en tout cas, n'hésite surtout pas, on peut parler en anglais, en arabe, ça sera avec grand plaisir. Et donc, voilà, on va commencer aujourd'hui. Je souhaite introduire et dire bienvenue à Souli. Merci. Bienvenue Souli, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Je te l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, ça vient du cœur. Pour plein de raisons, parce que ça fait longtemps qu'on échange ensemble virtuellement, et puis enfin on peut se rencontrer, et grâce à Bitcoin quelque part, et tu me le disais tout à l'heure, Bitcoin c'est une énorme aventure qui permet de rencontrer plein de gens. Ouais. Déjà, je suis ravi d'être ici. Merci pour l'invitation. C'est un très grand plaisir d'être face-to-face, de rencontrer ici. Écoute, mais le plaisir est pour moi, Souli. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour la communauté de Dara du Bitcoin qui ne te connaît pas? Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du Bitcoin qui te connaissent parce que tu es très actif et très humble également. Mais pour la communauté de Dara du Bitcoin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire quel est ton parcours et... Bien sûr, je suis Souli, un Libanais. Je suis un... We are all Satoshis. Je suis fondateur d'un cabinet de conseil professionnel d'adoption de Bitcoin d'une manière stratégique, que ce soit gouvernement, entreprise ou individu. Je suis aussi le conseiller des nations et États pour la compagnie Gen3 pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Et puis, ça fait depuis 2019 que j'assiste à modérer la plus grande communauté de Bitcoin au Liban. On a à peu près 3000 members. Qui s'appelle la communauté, Ça s'appelle Bitcoin du Liban. Ok. Donc en français. Oui, on a, comme on dit, des empreintes francophones au Liban. Pour checker le site, c'est bitcoinduliban.org. Quoi d'autre? J'essaie de contribuer dans toutes les manières possibles, que ça soit dans le contenu arabe ou anglais. Dans le contenu arabe, j'assiste aussi la plus grande librairie éducationnelle de Bitcoin en arabe. Ça s'appelle bitcoinarabic.org, bitcoinarabic.org. C'est vraiment une librairie géniale. On a la plupart des livres, des articles, des papers qui ont été écrits depuis 2009. Et traduit en arabe, du coup. Oui, tout est traduit en arabe. Et puis un shout-out au fondateur de ce site, c'est Arabic Hodl. Ok. Un pleb. Ok. Tu peux définir c'est quoi pleb? Pleb, I looked it up. Alors au début,
quand j'ai commencé ma journée en 2016-2017, et puis tout début, j'ai écrit toutes les questions possibles. Et pleb était une de ces questions. Alors pleb, dans le dictionnaire, apparemment, c'est un terme, comment on dit, anglais, british. Et c'était associé avec une communauté qui encourageait un parti politique en Angleterre. Et puis avec le temps, pleb est devenu comme un, comment on dit, un comrade, ou comment on dit, un camarade de classe ou de groupe ou d'équipe. Alors, dans la communauté de Bitcoin, et j'aime pas beaucoup le terme communauté de Bitcoin parce qu'une communauté a un leader, on n'a pas de leaders. Alors, c'est juste un collègue. Un pleb, c'est quelqu'un, un étudiant qui est en train d'étudier ce qu'il aime. Alors, je suis un pleb. Mais quoi d'autre? Et donc Arabic Hodl, lui, il est de quelle origine? Si on peut c'est pas très dur de l'identifier parce que son accent est égyptien. Alors, ok, d'accord. je lui ai demandé une fois ça te dérange, il m'a dit listen. Non, donc c'est Arabi en fait. Arabi benafso. D'accord. Arabi benafso. Arabi benafso. Ça serait bien un jour que je puisse également l'interviewer. Il n'a aucun problème. He needs to say private, like face. Okay. Avec on plaisir, trouvera une solution. Je pourrais te mettre en contact avec tous ceux que je connais. Et puis, quoi d'autre? C'est très relié à ma journée. Journey, journée. Mon aventure. Mon parcours. Voilà. Merci. Alors, c'est très relié à mon parcours. J'ai commencé comme un shitcoiner en 2017. Et puis, j'ai commencé à me convertir, à comprendre mieux le Bitcoin en 2019. Et puis, en 2020, il y a eu une application qui s'appelle Clubhouse, qui est l'antécédent de Twitter Spaces. Alors, là-bas, j'ai rencontré on n'est qu'une dizaine de Bitcoin Maxis. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Arabi, c'est comme ça que j'ai rencontré Nasser, qui est un pleb jordanien, libyen, qui vit en Angleterre. Et chacun d'entre nous, on a commencé à participer à nos projets pour traduire, pour éduquer. Et puis, avec le temps, on a vu qu'il y a des gens qui sont en train de prendre nos conseils et comment on dit, profiter, ce qui est très bien, mais on s'est dit vaut mieux s'organiser et puis que ça soit un peu plus rentable. D'accord. Alors, et là, la communauté a grandi. Tout à fait. Avec le temps, maintenant aussi, je suis partenaire dans une Bitcoin-only app, startup, qui s'appelle Cypherbox. Ok. Le fondateur, c'est Bam, je crois que tu connais Bam, ouais, je connais Bam. de Barknet. Alors, j'aimerais bien l'interviewer aussi. Alors, ça ne sera pas en français du coup, parce qu'il est plutôt Il parle français? Il est à Paris, ou il est en France. D'accord. Il est en train d'apprendre le français, alors ça va être une opportunité pour lui pour pratiquer son français. Et Inch'Allah, lovely. Et lui, d'origine, il est, je crois, syrien. Syrien, aussi de son accent. Quoi d'autre? Alors, il y a beaucoup de petits rejets, mais mon cabinet est un peu un business, mais aussi je contribue pro bono à des associations ONG, comme au Kenya, il y a Bitcoin Dada, une organisation de femmes bitcoiners. Okay. Alors oui, ça c'est un. Au Ghana, il y a une association qui s'appelle Bitcoin Dua. On travaille à une économie circulaire utilisant du Bitcoin, on peut en parler après. Et puis, oui, avec le temps, je contribue avec des conférences, modérer des panels à propos du Bitcoin. Et récemment, tu étais au Cameroun. J'étais au Cameroun. Tu as assisté à la conférence francophone africaine du Cameroun. Oui. D'ailleurs, tu m'as gentiment invité. Malheureusement, je n'ai pas pu venir. Inch'Allah, ça sera la prochaine. Inch'Allah. Et donc, il y a pas mal de pays d'Afrique également que tu visites et dans lesquels tu es actif sur le Bitcoin. Oui, je suis en Afrique toutes les 6 semaines pour 3 semaines, il y a très longtemps. Il y a beaucoup d'adoptions qui arrivent en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, où la majorité des pays francophones sont,
Donc tous les pays du franc CFA, en fait, qui Oui, les sont 15 impactés. pays. Les 15 pays. Ça, je recommande que si quelqu'un est intéressé, de lire un papier écrit par Alex Gladstein en 2021 ou 2022. Il a fait un piece très joli à propos de ça. Mhm. Si vous googlez Alex Gladstein, CFA, Bitcoin, vraiment très, très, très joli papier. Et puis, oui, l'Afrique de l'Est, il y a c'est très intéressant, on peut en parler juste un peu. Le continent, malheureusement, heureusement, est très riche en matières premières, mais malheureusement très pauvre en infrastructures. L'Afrique de l'Ouest est riche en pétrole, comme Angola, comme le Nigeria, qui est le premier producteur de pétrole, l'Angola, le second. Mais à l'Est, c'est un peu, ils ont pas de pétrole, mais une meilleure infrastructure, un plus haut niveau d'éducation en général. Mhm. C'est pour cela que la plupart des fintechs sont en majorité à l'Est. C'est pour ça qu'on a l'Éthiopie, le minage en Éthiopie. Le Kenya, Nairobi, est une ville vraiment magnifique. Excusez-moi, Rwanda, Kigali. Alors, l'Afrique est très, très, très intéressante. Et très active sur les développements liés au Bitcoin. Donc effectivement, on voit beaucoup d'entreprises. Il y a une jolie cartographie de toutes les organisations et toutes les entreprises, les fintechs qui travaillent sur le Bitcoin en Afrique. Oui. Et machallah, c'est vraiment très bien développé. Surtout effectivement à l'Est et au Sud. Il y a l'Afrique du Sud aussi. Oui. Et puis de plus en plus à l'Ouest, avec les pays francophones qui sont en train de revenir en puissance avec des problématiques bien à elles. Et j'ai l'impression que chaque pays a sa propre, ses propres besoins, ses propres complexités, motivations, mais ils arrivent tous à s'accorder sur le Bitcoin. C'est ça qui est génial. Parce que l'Afrique a besoin du Bitcoin beaucoup plus que les autres continents. Pourquoi selon toi ? Parce que si on arrête, on ne peut pas arrêter le Bitcoin, mais si pour une raison ou une autre, on banne le Bitcoin à l'Ouest, rien ne change pour les Européens ou les Américains. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, c'est très facile de convaincre quelqu'un de recevoir du Bitcoin ou de downloader une wallet de Bitcoin. On comprend tout de suite la proposition de valeur. Tout à fait. Parce qu'on est né au Moyen-Orient, en Afrique, sans plan B. Alors, on a besoin du plan B, C, D, E, F. C'est dans notre, comment on dit, inconscient réflexe. Pour eux, ils naissent et tout est là pour eux. Alors, ils n'ont pas le besoin. Et tout ce que je dis en anglais, usually, normalement, les humains apprennent par curiosité ou par nécessité. Pain. Voilà. Par douleur. Par douleur. Ouais. Et puis, on a vécu beaucoup de douleurs durant des siècles et des siècles et des siècles, beaucoup plus que les autres continents. Pour moi, c'est pour... Comment on dit en anglais ? On dit necessity, the mother of innovations. Yes, exactly. La nécessité... الحاجة أم الاختراع. Elle est الحاجة أم الاختراع. Exactement. Donc là, en français, c'est la nécessité est la mère de toutes les innovations. C'est quand on est dans le besoin, ou comme le disent certains, Bitcoin is on a need basis. C'est quand tu en as besoin que tu comprends vraiment la valeur. Et donc effectivement, les pays qui sont le plus impactés par une mauvaise monnaie, ce sont ces pays qui comprennent le plus vite en fait, et qui adoptent le plus vite le Bitcoin. Donc ça, c'est une debatable. Parce que je suis libanais, au Liban, on a une inflation de 190% annuelle. Depuis la crise, oui, pas annuelle, depuis 2019. Ok. Et puis, malgré la chute libre de la monnaie nationale, ce n'est pas le cas. Il y a une croissance silencieuse, lente, mais elle est là. Mais quand ça arrive à un niveau vraiment catastrophique comme le Liban ou l'Argentine, etc., le peuple, la population a besoin de survivre. Elle ne pense qu'à survivre le lendemain. Ce qui est très normal comme un réflexe humain d'essayer de, comment to provide, subvenir aux besoins familiales et tout. Alors,
planifier à épargner en Bitcoin, c'est pas quelque chose que, malgré si quelqu'un le comprenne, ça prend beaucoup plus de temps. Mais je crois parce que si le pays a toujours été en difficulté économique, comme en Afrique, alors il y a ce besoin qui vient et l'acceptance, comment on dit, l'acceptation du fait que j'ai besoin de solutions alternatives. Mais le Liban, par exemple, ce n'était pas toujours le cas. Je crois que c'est pour ça la population est en train de s'adapter. Et puis, si la crise économique va continuer, elle va continuer. C'est un fait. C'est pas, je sais pas d'être. On ne peut pas l'arrêter, en fait. On peut pas l'arrêter. Le peuple va. Ça arrive déjà. Ils sont en train de. Malheureusement, mais c'est déjà mieux de penser en monnaie stable que ils sont en train de mettre leur USDT sur des, comment on dit, des signing devices, des wallets, et puis ils ne veulent plus mettre leur argent dans les banques. Oui. Malgré que les banques commerciales, il y a 2-3 mois, ont offert dans les journaux 45% d'intérêt à nouveau. C'est ce qu'ils ont fait avant la crise pour attirer des investissements. C'est fou. Ça, c'est toujours le même. C'est intéressant parce que à chaque fois que justement on essaye de profiter de du manque de culture financière des gens, le meilleur moyen de les attirer, c'est avec un appât qui est les intérêts, le riba. L'un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup sur Dalal Bitcoin et les conséquences du riba sont catastrophiques. Et donc, effectivement, quand quelqu'un propose un taux d'intérêt à 2 chiffres, déjà, c'est sûr que c'est un scam. Ça, c'est une quasi-certitude. 45%, c'est énorme. Les effets sont catastrophiques, non seulement d'une manière économique, mais culturelle. Si quelqu'un commence à accepter de vivre sur un intérêt, c'est où la motivation de productivité, d'avoir les valeurs, de voir. C'est pour ça, c'est pas seulement économique. C'est pour ça que le Bitcoin a des valeurs vraiment profondes, que c'est, comment on dit, ça excède, comment on dit, exceeds, les valeurs financières qu'on y pense. Oui, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui frappe beaucoup, en fait, quand on commence à connaître le monde du Bitcoin et les gens qui ont adopté le Bitcoin comme toi, comme d'autres personnes, c'est que généralement, leur motivation première, c'est pas que, voire c'est même pas du tout, généralement, la première motivation, c'est pas de faire de l'argent, en fait. C'est plutôt de se rattacher vers des valeurs qui sont beaucoup plus proches de ce qu'ils considèrent eux comme étant des valeurs importantes pour l'humanité, pour eux-mêmes, pour leur communauté, pour leur famille. Et c'est parce qu'ils adoptent ces bonnes valeurs-là qu'ils bénéficient d'une monnaie qui soit saine, qui préserve la valeur et qui permet à l'économie de mieux fonctionner. Absolument. Et alors, tu parlais tout à l'heure juste pour revenir sur le monde arabe. Désolé, j'ai sauté de la... Non, on peut parler comme on veut, t'inquiète pas. Mais juste sur le monde arabe, au vu de toi, de ton exposition, donc tu as parlé de plebs qui sont d'Égypte, de Jordanie, de Syrie. Quels autres pays également dans quels autres pays tu vois? Partout. Aux Émirats, Koweït, en Arabie, Irak, partout, sans exception. D'accord. Parce que le Bitcoin est une révolution silencieuse. Vraiment, comme on dit, silencieuse et d'une manière un peu lente. Mais dans notre monde arabe, on est connu pour être innovateur, trouver des solutions où personne n'y arrive. Je sais qu'en Libye, par exemple, et personne n'en parle, dans les rues même, chaque sarraf, ou comment on dit des sarraf, sarraf, c'est c'est le bureau de change. Bureau de change offre du Bitcoin ou de USDT dans la rue. Okay. Non KYC. Ok. C'est génial. Donc on vient avec une monnaie, par exemple, de l'euro ou du dirham, où on peut changer contre du dollar ou contre du Bitcoin. D'accord. Tu sais que moi, j'ai vu ça dans des pays où je ne m'y attendais pas du tout. Ah, oui. En Serbie, par exemple. J'étais en Serbie parce que j'ai de la famille qui est de là-bas.
Et je faisais un change de monnaie parce qu'ils utilisent la monnaie là-bas, c'est le dinar serbe. Et comme ça, je lui demandais, mais si j'ai du Bitcoin, tu peux me donner? Il m'a dit, oui, bien sûr. Et effectivement, c'est silencieux. C'est pas écrit sur C'est très la discret. devanture, c'est discret, C'est discret. mais c'est répandu. Oui. D'accord. Et donc en Libye, c'est le cas. J'ai vu qu'en Syrie, c'était le cas aussi. Maintenant, récemment. Récemment, c'est le cas. Ça a toujours été là-bas, mais on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle et BAM, même, et un team dont j'ai contribué, Mhm. a présenté un papier officiel au gouvernement syrien. Très intéressant, ça fait beaucoup de bruit. Hein. C'est Oui, passé ça dans fait Al beaucoup. Jazeera, c'est Oui, parti oui, dans... tout à fait. Je l'ai Al vu Arabiya et Exactement. tout. Mais malheureusement, ça nous a fait preuve que les chaînes ont changé le pitch. Mhm. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont dit dans Al Jazeera qui n'étaient pas vraies, et dans Arabiya qui n'étaient pas vraies. Est-ce que tu peux résumer quelle était la proposition de BAM et Ok. des gens qui étaient avec lui? Ok. C'est une proposition qui a été faite au nouveau gouvernement syrien Oui, pour l'économie. tout à fait. C'était une proposition favorable de Bitcoin, d'une manière où il y avait plusieurs options. Quelques options, j'étais avec. Quelques options, je ne suis pas avec. Mais bon, c'est déjà favorable. Une option, c'était d'acheter du Bitcoin à la Banque centrale. On avait D'adosser aussi la monnaie syrienne au Bitcoin. Au Bitcoin, tout à Oui. fait. Et troisièmement, favoriser le minage, de l'excès énergétique. Alors, il n'y a plus de, comment on dit, de réponse depuis, je crois, 2 mois. Mais on espère bien, la proposition est là. Mais ça, c'est une preuve qu'il y a des efforts qui se poursuivent partout. De même, en Jordanie, il y a un pleb qui n'est pas sur Twitter, il est juste sur Nostr, il s'appelle... oh mon Dieu, sorry, j'ai loupé le nom. Il a présenté aussi une proposition au gouvernement jordanien où il est en train de le faire. Et Gentry est en train de le supporter aussi pour le faire. Et puis... Et j'ai vu que le gouvernement jordanien, il a décidé de, un petit peu d'ailleurs comme le gouvernement marocain, qui est et même malaisien, qui s'intéresse maintenant à mettre en place une régulation des actifs numériques, bien évidemment le Bitcoin en premier lieu, pour que le sujet soit au moins régulé et autorisé et légal dans le pays pour éviter la zone grise dans laquelle on est aujourd'hui. Tu as mentionné la Malaisie. Et j'ai mentionné la Malaisie, oui. Mais il y a aussi l'Indonésie où il y a beaucoup de musulmans, je crois 200 millions ou plus. Oui, c'est le plus grand pays musulman. Juste pour dire, il y a un fait très intéressant, juste pour dire à tout le monde que les règlements peuvent changer. Alors l'Indonésie était contre il y a 6 mois, et puis un jour, il y a des Indonésiens dans la diaspora indonésienne qui ont présenté une proposition de NFT. Je ne suis pas avec les NFT, mais juste hang with me. Alors, la proposition était de faire un NFT entre les fermes indonésiennes et des investisseurs ailleurs, à l'étranger. Et chaque profit de cet NFT allait aux fermes indonésiennes. Alors, le gouvernement, pour la première fois, ont vu ça comme favorable, comme motivant aux fermes indonésiennes, et ils ont changé leur règlement. Maintenant, l'Indonésie est en train de faire un règlement nouveau favorable du Bitcoin. Alors, les choses changent, c'est juste... et Moawiya Tucker, je ne sais pas si tu connais. Oui, on a dîné ensemble il y a 2 jours. Ah, ok, parfait. Alors, oui, tu connais sa perspective. Cheikh Moawiya, il a une perspective très jolie qui dit... je crois que aussi tu l'as dit une fois dans ton podcast, quand on dit Bitcoin est halal ou pas halal, c'est l'action on doit être beaucoup plus spécifique. Est-ce que accepter du Bitcoin est halal ou haram? Est-ce que payer en Bitcoin est halal ou haram? Est-ce que miner halal? Et toute réponse, ça va être halal parce que c'est décentralisé, c'est transparent, c'est juste et il y a beaucoup d'efforts à le faire.
Mais bon, juste pour dire, oui, comme en Indonésie, partout dans le monde, le règlement va changer définitivement d'une manière favorable parce que les actions de Bitcoin, que ce soit gouvernementaux ou entreprises ou individuelles, pour des populations, ça va être beaucoup mieux. Oui, c'est une monnaie, comme on dit, que les banques centrales n'aiment pas pour ses caractéristiques techniques et financières et économiques et de sécurité. Mais malgré tout, comme les Émirats unis arabes, on peut avoir des règlements qui peuvent attirer des investissements étrangers et faire avec. Alors, je suis très positif. Il y a un aspect, en fait, on se rend compte qu'il y a une réalité économique qui prend le dessus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont en train de se rendre compte en ce moment que le Bitcoin est une opportunité économique, alors qu'on est dans un contexte macroéconomique qui est très difficile, parce que les dettes souveraines, les dettes des États explosent partout. Donc tout le monde a envie d'utiliser des opportunités de pouvoir faire grandir l'économie, éventuellement compenser les dettes qui sont existantes. Et comme on se rend compte que, économiquement parlant, dans la vraie vie, le Bitcoin est bénéfique. C'est pas un outil de spéculation ou de geek dans un garage pour s'amuser et faire du shitcoining ou à s'amuser et et faire de la spéculation. Tout le monde s'y intéresse en fait. Les États s'y intéressent, les entreprises s'y intéressent. Et par contre, ce qui est vraiment bien maintenant, c'est que les États arabes, les États musulmans sont en train de plus en plus de regarder le sujet de manière sérieuse et pas rester sur j'ai envie de dire, un carcan idéologique et de se dire, il y avait des fatwas qui ont été émises il y a quelques années sur une base de pas forcément de bonne compréhension du Bitcoin et à cause de ça, je vais l'interdire pour la vie. Donc il y a vraiment quelque chose qui bouge en ce moment, ça c'est super intéressant. On aimerait que ça aille plus vite, bien évidemment. Mais le fait, comme tu l'as bien expliqué, qu'il y a pas mal de pays, là, beaucoup de pays, il y a une tendance très positive. Je voyais par exemple la Malaisie, qui est le premier pays musulman qui accepte le paiement de la zakat en Bitcoin. Le fait, comme tu le dis, que l'Indonésie, alors ça je ne le savais pas d'ailleurs, que l'Indonésie commence à s'intéresser à réguler le Bitcoin, c'est vraiment très intéressant. Et tu parlais de Cheikh Mouraoui tout à l'heure. Cheikh Mouraoui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qu'on connaît, qui est en commun dans d'autres groupes également de Bitcoin, qui est anglais, qui vit à Londres et qui était aussi ici à Dubaï pour la conférence Bitcoin Oasis, dont tu vas nous parler, j'espère, Inch'Allah. Et qui a écrit un certain nombre de fatwas justement sur le Bitcoin, qui a étudié le sujet en profondeur d'un point de vue technique également, pour démystifier un certain nombre de sujets. Et on est plutôt très très d'accord ensemble sur son point de vue et son analyse du Bitcoin. Donc toi, tu vois que c'est très favorable en ce moment, que les pays arabes et musulmans commencent un petit peu à bouger dans le Moyen-Orient et au-delà, même en Asie. Et l'Égypte alors? Tiens, si je peux me permettre, parce que l'Égypte, moi, c'est un pays qui, bien sûr. qui me touche J'y un peu. étais en décembre, tu le sais. Je connais pas mal d'Égyptiens qui sont dans le Bitcoin. Et puis, j'ai réalisé que c'est très normal quand c'est, comment on dit, pas très favorisé par le gouvernement, la croissance s'accélère. Quel chimam noir malroub. C'est normal. Au Liban, on est connu pour, comment on dit, être innovateur et tout. Et quand il y a eu des problèmes au Liban, ça a boomé. Notamment qu'en 2013, la Banque centrale libanaise avait averti les banques commerciales de ne pas accepter de paiement pour acheter du Bitcoin. En Égypte, aujourd'hui, il y a une croissance souterraine d'adoption. Un peu modeste, mais c'est en train de croître. Juste parce que si les gens ne connaissent pas, et je suis sûr que tu sais beaucoup plus que moi, même si tu es un expat, non pas égyptien, en Égypte, employé par une organisation internationale, tu as besoin, si tu veux voyager, voir ta famille, disons à Paris, tu as besoin de contacter la banque, de remplir un formulaire
et demandez qu'ils vous donnent un per diem de ton argent, leur autorisation d'avoir, je crois, $250. Ça, c'est la limite. Même si tu as $1 million, tu n'as pas droit que plus que $250 pour voyager, voir ta famille et retourner au pays. Et ça, c'est pour un expat. La même chose, c'est arrivé au Liban et tout. Maintenant, en Égypte, j'ai demandé ce qui se passe. Et apparemment, le secteur le plus favorable, ou the grey area, la zone grise que tu en as parlé, c'est le secteur touristique. Alors, comme on sait, dans chaque économie, il y a 3 secteurs, l'industriel, agriculture, industriel et de services. Et comme le secteur touristique est un des secteurs les plus grands en Égypte, il y a quelques tests, quelques efforts pour voir comment c'est en train de marcher. Apparemment, il y a quelques cafés ou restaurants qui sont en train d'essayer, d'une manière en coopération gouvernementale, de faire quelque chose de discret, juste pour attirer des touristes, ne pas en parler comme quoi, oui, on est en train d'accepter du Bitcoin. Où ça? En Égypte. Dans quel secteur touristique. Tu sais dans quelle ville à peu près, ou dans quel endroit? Non. Ok. Vaut mieux le laisser comme ça. Ok. Et puis j'étais en décembre là-bas. Mais de manière générale, Oui. en Égypte, selon Oui. ta connaissance à toi, Oui. qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout est non autorisé. Tout est non autorisé. Donc, Non. l'utilisation du Bitcoin dans les transactions N'importe entre quel- entreprises, etc., c'est pas autorisé. C'est Par pas contre, autorisé. pour les particuliers, Même pas. même pas? Même pas. D'accord, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas forcément très, très clair. Cette partie-là était un peu plus... Parce que tu peux toujours acheter du Bitcoin dans, comment dire, black market, d'une manière non formelle. Et en peer-to-peer, par exemple? Oui, peer-to-peer. Si je suis touriste, j'arrive au Caire, je te vois, ou pas toi, quelqu'un d'autre qui est là-bas, et il voudrait bien du Bitcoin, je pourrais très bien juste lui envoyer un Bitcoin et il me donne du cash, parce que je n'ai aucune autre monnaie. Exactement. Aucun gouvernement au monde Ne peut l'arrêter. contrôler Et ça. c'est pour ça que Poutine et son ministre de Finances en novembre 2024, ils l'ont dit, Bitcoin cannot be stopped. Et puis le ministère des Finances a dit, on est en train de faire du minage pour, comment on dit, bypass, pour dompter les sanctions américaines. Alors maintenant, depuis le 6 mars, il y a la National Reserve Bitcoin aux États-Unis. Et la Russie, les 2 grands géants sont en train d'adopter le Bitcoin. Le géant de l'Asie, la Chine, est en train de fabriquer, c'est le seul leader en machine de minage. Et puis Hong Kong est en train d'accepter le Bitcoin. Et les Américains disent que les Chinois et les Russes se payent en Bitcoin pour le pétrole. Donc les Russes vendent à la Chine du pétrole avec des paiements en Bitcoin. Et puis pour les pays arabes, pour répondre à ta question que tu avais posée il y a 6 minutes, aujourd'hui, tous les pays puissants, la majorité, est en train de, comment on dit, d'avoir des discussions à propos de Bitcoin. Bien sûr, ici aux Émirats, Bahreïn, mais aussi, je su que Qatar, là, il y a 2 jours, Bitcoin Oasis, apparemment, il y a des efforts, il y a quelques semaines à Qatar, à de très 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 haut niveau, d'éduquer le gouvernement en Bitcoin. L'Arabie, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'efforts et toutes les compagnies de Bitcoin qui sont à Dubaï même attendent impatiemment que les portes ouvrent pour qu'il y ait ce influx d'adoption. Mais si vous allez sur Twitter Spaces, vous allez voir qu'il y a des milliers d'utilisateurs qui sont des traders, shitcoiners, mais ils sont en train d'utiliser du Bitcoin. On l'utilise aujourd'hui comme un stock, mais non pas comme monnaie, évidemment. D'accord. Donc ouais, en fait, en résumé, l'adoption, ce que tu appelles toi l'adoption souterraine ou l'adoption qui n'est pas forcément visible à tout le monde, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on imagine, même dans les pays où, j'ai envie de dire, l'État n'est pas favorable au Bitcoin. Et en même temps, il y a plein d'autres États qui sont en train d'évoluer doucement vers une régulation et une légalisation de tout ce secteur-là. Donc tout ça, c'est extrêmement positif d'un point de vue adoption.
Après, le problème, comme toujours, c'est que même dans ces environnements-là, il y a des gens qui profitent avant que ça soit autorisé pour tout le monde et qui, eux, auront accumulé du Bitcoin pendant ces temps, entre guillemets, de gray area ou de zone grise. Ils auront accumulé jusqu'au jour où ça sera publiquement, officiellement légal pour tout le monde. Et ils auront eu un avantage, en fait, par rapport à tous ceux qui attendaient l'autorisation de pouvoir le faire et de s'y intéresser, en fait. C'est l'un des gros problèmes. C'est la game strategy. Ouais, la théorie des jeux Théorie en des français, jeux, oui. effectivement. Alors, Bitcoin Oasis, tu nous en as parlé déjà. Et tu es là cette semaine pour Bitcoin Oasis. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle dans Bitcoin Oasis? Parce que je sais que tu étais quand même pas mal impliqué. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des révélations intéressantes? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à savoir? Ok, merci. Oui, j'ai assisté à la programmation de la conférence et j'ai modéré le troisième. Il y avait 3 chapitres et j'ai modéré le 3e chapitre. Et ma partie, c'était le open source, Bitcoin open source et de culture. Sorry, open source, c'était au Cameroun. Tout ça, c'était entre 7-8 jours. Là, je me suis confondu. Alors, à Bitcoin Oasis, on a parlé, j'avais 3 personnes dont j'ai modéré. C'était BTC Gandalf sur Twitter, il s'appelle Daniel Sansampre, British Hodl et Coach Leo. Les 3 sont des Bitcoiners. On a parlé à propos comment la monnaie peut être une culture. Comment la monnaie se reflète sur une culture et comment une culture se reflète sur la monnaie. Et on a plongé là-dedans en parlant comment le Bitcoin... et on en parle du Bitcoin comme un asset, comme un outil, comme tout ce qu'on en parle, mais on n'en parle pas assez comment c'est une culture. L'impact l'impact culturel qu'il a sur les gens. L'impact culturel, mais Bitcoin a sa propre culture, les valeurs dont on en a parlé Exactement, au début, etc. Exactement. C'est quoi ces valeurs selon toi? Quelles sont les valeurs du Bitcoin que toi tu considères comme étant les plus importantes? Les caractéristiques ou les valeurs. Les caractéristiques de Bitcoin donnent les valeurs. Alors, les caractéristiques sont les 21 millions. C'est la difficulté d'ajustement, chaque 2016 blocs. L'immuabilité. L'immuabilité, la divisibilité. La transparence. La transparence. Mais déjà, pour moi, si je devrais piquer, parce que les 21 millions, c'est une des caractéristiques les plus fortes pour moi. Et ça donne, et je les relie aux valeurs de Halal. Le fait qu'on a, comment on dit, un proof of work, le minage utilisant beaucoup d'énergie, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas facile. On doit vraiment travailler dur pour l'avoir. Il y a une question de mérite. Tout à fait, absolument. On est obligé de mériter le Bitcoin qu'on possède, soit en le minant, ou soit en l'achetant. Ou en travaillant. Être payé en Bitcoin, c'est vraiment, tu travailles fort. Il faut déployer un effort. Bien sûr. Ça, c'est une vraie valeur qui est la valeur du travail, du mérite. Et la transparence du blockchain. Mais l'ajustement de difficulté du minage est quelque chose de vraiment magnifique qui rend ce système très démocratique et juste. Pour moi, c'est vraiment, ça donne des valeurs de fairness, comme on dit, d'équitabilité, d'équité et de justice. De justice, parce qu'on a beaucoup besoin ces jours-là dans notre monde. La résistance à la censure aussi. Bien sûr. Le fait que personne ne peut empêcher quelqu'un d'utiliser ses bitcoins de la manière dont il le souhaite. Et donc la liberté derrière, le fait de pouvoir être... j'ai été suspendu sur Twitter depuis septembre parce que j'ai écrit contre le War Machine. J'ai détaillé comment ça coûte d'imprimer de l'argent pour fonder des guerres, etc. Mais bon, j'avais écrit un long thread avec cette caractéristique. J'aimerais bien le trouver d'une manière ou d'une autre, l'envoyer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'y pense pas normalement.
Euh, et puis, oui, dans les valeurs, on en parlait des valeurs. Bitcoin humbles you. Pour moi, au moins, c'est d'une manière que... Je vais essayer de le traduire en français. Oui, bien sûr, s'il te plaît. Donc, Bitcoin force à l'humilité. C'est à peu près ça. Hein. Comme la religion force à l'humilité. Je ne dis pas que Bitcoin est une religion, mais c'est juste là, quand on comprenne quelque chose qui fait du bien dans ce monde, qui rend les choses mieux, justes, c'est pour ça que je considère Bitcoin qui a les valeurs les plus saines dans ce monde. Bitcoin is hope. Bitcoin est la seule chose ce monde en 2025 qui me donne de l'espoir. Effectivement, c'est quelque chose que beaucoup encore une fois, je le redis, moi, c'est une des choses qui m'a le plus touché quand je suis rentré vraiment dans le sujet du Bitcoin. Tu as parlé tout à l'heure de ton parcours en disant que tu as commencé en tant que shitcoiner, c'est-à-dire que tu as touché aux cryptos de manière générale, à faire de la spéculation. Et j'en parle ici parce qu'il y a pas mal de gens dans la communauté dans le Bitcoin qui aussi ont, par le passé ou encore aujourd'hui, encore des altcoins qu'on appelle également gentiment des shitcoins et qui progressivement sont en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que Bitcoin, c'est quoi ce monde, etc. et qu'est-ce que sont les altcoins également. Et le fait d'avoir commencé dans les shitcoins, c'est pas... Enfin, quelque part, c'est une caractéristique qu'on voit chez beaucoup de gens. C'est pas si grave que ça au final, si bien évidemment on en prend conscience. Et pour comparer un peu ces mondes-là, les valeurs sont complètement différentes. Les gens qui sont dans les cryptos hors Bitcoin sont motivés par principalement capter de la volatilité, gagner un maximum, dumper leurs coins, etc. sur les autres, puisque finalement, c'est comme ça qu'ils profitent ou qu'ils gagnent quelque part, c'est attendre qu'il y ait une explosion, une augmentation du prix pour s'en débarrasser. Alors que les bitcoiners, eux, sont motivés par des valeurs, ce qui m'a vraiment étonné quand j'ai rencontré ce monde-là, et qui, pour eux, ils ne voient pas du tout d'intérêt de vendre leur bitcoin pour avoir plus de fiat. Alors que le monde des cryptos, l'objectif, c'est de faire plus de fiat, en fait. Tout à fait. Au Cameroun, j'ai réalisé qu'en Afrique, au Moyen-Orient en général, et en Afrique, il y a la perception que, je ne sais pas si tu connais le meme, mais il y a les disques où le Bitcoin est dans le crypto. Ça, c'est la perception générale, mais la réalité, c'est qu'il y a crypto et Bitcoin. Et les cryptos font partie des fiat. Oui, c'est vrai, ça c'est un peu plus compliqué. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a 11 millions de crypto-monnaies, 11 millions, et un Bitcoin. Les 11 millions sont des startups, des projets, par des humains qui les dirigent, avec des marketing departments, avec du TikTok et tout. Alors, ça me prendrait peut-être 26 minutes et 250 €, je pourrais commencer un dollar Bitcoin coin. Effectivement. Et puis on paie un influencer, une jolie fille, un joli garçon avec une très belle voiture. Et on fait des reels en TikTok pour 100 $. Avec comme proposition de valeur devenir millionnaire Tout à fait. En 3 semaines. Et on aurait miné avec du thin air 1 milliard de coins. Et puis les gens vont le voir sur TikTok et les réseaux sociaux, ils vont acheter. Mais dans ces 11 millions de cryptos, la seule manière que ces compagnies profitent, ils doivent vendre leur partie. Et quand ils vendent, c'est la demand and supply. S'ils vendent, si vous avez des cryptos, vous allez les perdre. Vous allez perdre de l'argent et votre vie. Maintenant, si quelqu'un veut aller dans un casino, c'est à lui. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est pas que chacun est libre, musulman ou pas. Mais ce que je crains, c'est que la plupart des gens qui en parlent des cryptos, Bitcoin en ligne, ils ne différencient pas et puis ils donnent un espoir que ces cryptos sont des outils de révolution monétaire.
ce qui est vraiment très mal. Notre job est de différencier, leur dire, OK, vous devez vraiment savoir, le risque est à vous. Pour moi, this is a financial advice for me. C'est un conseil Conseiller financier. financier. Étudier le Bitcoin. Et une fois que vous allez le comprendre, et si vous ne voulez pas le comprendre, c'est comme si vous comprenez l'or, c'est la même chose, pour la simplifier. C'est beaucoup mieux, plus rapide, plus sûr, mais c'est vraiment l'équivalent de l'or et plus. Sorry, just like, yeah. Effectivement. Et moi, pour juste rebondir par rapport à ce que tu disais, les cryptos, finalement, c'est des fiat sous stéroïdes. C'est la même idée, le même concept au final, qui est de la valeur, en fait, des cryptos, elle dépend principalement de l'afflux de liquidité. Elle dépend beaucoup de l'impression monétaire. Comme le Bitcoin là, aussi. Il y a une corrélation entre le Bitcoin et le M2. Oui. Mais pour moi, pour ce point, quand Bitcoin monte, prend les escaliers, le crypto prend l'ascenseur. Et quand le Bitcoin descend par l'ascenseur, le crypto saute de la fenêtre. Ouais. Alors, moi le sujet qui m'intéressait le plus, enfin qui m'a fait beaucoup réfléchir sur les cryptos, c'est justement l'impression monétaire. C'est le fait que dans les cryptos, pour pouvoir continuer à enrichir ceux qui sont actifs dans ces domaines-là, c'est de leur permettre d'avoir accès justement à cette impression monétaire. Et le préminage, par exemple, leur permettre de pouvoir avoir avant les autres plus de coins avant que la crypto soit disponible au grand public, et que sans cette impression monétaire continue, y a un truc qui marchera pas à un moment donné. Et c'est dans ce sens-là que les cryptos sont assez similaires également au fiat. aux banques centrales. Exactement. Donc, on peut retrouver exactement la même logique. Les banques centrales qui émettent la monnaie. Donc, généralement, il y a derrière ceux qui émettent la monnaie un certain nombre de personnes qui profitent de l'émission monétaire. Alors que dans Bitcoin, l'émission monétaire, elle nécessite un effort, elle nécessite un mérite, elle nécessite de dépenser de l'énergie et il faut la gagner. On n'appuie pas sur un bouton et on ne peut pas réajuster la politique monétaire un peu comme on veut, etc. Et on ne rentrera pas dans le détail du proof of stake et de toutes ces problématiques, mais il y a vraiment un monde très, très, très différent. Et c'est vrai que pour le grand public, Bitcoin, ça semble être une crypto comme une autre, alors qu'en fait, les cryptos sont des fiat comme des autres. C'est ça vraiment la réalité. C'est comme le digital euro qui arrive très prochainement. Et les CBDC. Les CBDC, donc les Central Bank Digital Currency, ou les monnaies numériques de banque centrale en français, qui est un sujet qui nous pend au nez d'ailleurs pour les prochaines années. Donc la banque centrale européenne est en train d'accélérer ce sujet-là pour le mettre à disposition. Si quelqu'un doute de ce qu'on 2026 ou de 2027? Nous, ça a déjà... Qui? La européenne? Ouais, l'euro numérique. Le digitaleuro.eu est un site qui est en ligne depuis 2021. Si quelqu'un doute de ce qu'on dit, ils doivent aller voir le tracker par HRF. C'est le tracker, je crois, c'est cbdctracker.org ou .net. Juste googlez-le. Il y a plus que 98% des pays au monde qui ont déjà commencé ou ils sont en train de le faire maintenant. Écoute, Souli, très, très intéressant. On a couvert... et donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur la conférence Bitcoin Oasis? Est-ce qu'il y a eu on en a parlé des annonces, Pas beaucoup d'annonces, mais j'ai su comme quoi Abu Dhabi est en train de favoriser le minage maintenant, d'une manière ou d'une autre. C'était déjà le cas avant. Hein. Oui, mais apparemment, du parti coût, cost per kilowatt, there's a scheme that is coming that is more favorable than before. D'accord. Alors, ça, c'est du Bitcoin Oasis. Mais pas vraiment, c'est juste que oui, il y a beaucoup de compagnies de minage qui sont en train de venir à Dubaï. Private equity in Bitcoin aussi. Mais franchement, il y a beaucoup de compagnies qui sont ouvertes à des investissements, etc.
Ça, c'est Bitcoin, oui. Je ne sais pas si tu veux t'en parler de Cameroun. Aussi. Oui. Dis-nous alors comment c'est passé avec. C'était vraiment génial. C'était la première conférence en français au Cameroun. Ok. Alors, On salue imagine comment j'ai fait. Mais bon, c'était pas mal. On salue d'ailleurs nos Nzonda. amis Oui, Nzonda, effectivement, oui, oui, et les amis de. Alors, Nzonda a fait un travail fantastique. Franchement, c'était le premier événement. Et toute l'équipe, avec Rimsky et tous, c'est que je crois que j'avais la première présentation à faire, c'était à 11 h du matin. Et je savais qu'il y avait la perception crypto, Bitcoin, et je savais que dans le cloud, il y avait pas mal de crypto bros qui étaient venus voir et tout. Alors, j'avais 3 axes. Le premier, c'était une proposition gouvernementale. Et j'avais coordonné avec Gentry aussi, au gouvernement camerounais. D'accord. D'acheter du Bitcoin, de faire un règlement favorable, mais aussi de favoriser l'excès énergétique, de miner et tout. Parce qu'ils ont un excès gigantesque d'énergie, comme partout en Afrique. Hein. Ouais. L'énergie, quel type d'énergie? Hydraulique. Okay. Et puis, j'ai proposé des bonds aussi. Alors, il y avait des membres du gouvernement? Oui, il y en avait. Et il y avait aussi un speaker qui était le directeur général des pensions au Cameroun, avec qui on a eu une réunion très, très positive après. Super. Qui est un bitcoiner, en fait. C'est un monsieur assez, comment on dit, expérimenté dans la vie. Et puis le deuxième segment, c'était comment intégrer le bitcoin dans des entreprises. Ouais. Quel que ce soit le secteur. Alors, je vais te donner un petit résumé, pas de pour votre audience. Vous pouvez comment accepter le Bitcoin comme un mode de paiement sur site online ou point of sale sur votre caisse dans votre magasin. Comment développer le meilleur programme de fidélité au monde, parce que si vous offrez des miles ou des points dans un resto ou au marché, c'est pas la même chose comme offrant la monnaie la plus rare au monde. Troisièmement, comment utiliser l'excès d'énergie pour le minage. Et puis le troisième segment, c'est comment bénéficier excusez-moi, du Bitcoin comme individu, comme freelancer, surtout parce que partout en Afrique, plus que 70% du marché, c'est un marché informel, et plus que 50% de la population africaine totale et au Cameroun n'ont pas de compte bancaire. Alors, comment le Bitcoin aide à l'inclusion monétaire, financière aux individus qui n'ont pas de compte bancaire à participer à l'économie mondiale? C'était très intéressant. Il y avait 250 plus personnes qui sont. Le truc magnifique à Douala, à Cameroun, c'est qu'ils sont restés, les gens. Et il y avait Joseph de Trésor Academy, on en parlait. C'était la première fois qu'on voit des participants qui restent assis du matin jusqu'à l'après-midi. Ils sont juste allés pour déjeuner. Donc il y a une participation, une motivation, un intérêt très fort. C'était génial, franchement. Okay. Bah écoute, tu me dis l'année prochaine, ça sera? J'espère à Abidjan. À Abidjan, Côte d'Ivoire. On aimerait bien vous inviter, monsieur. Avec grand plaisir. Inch'Allah, on va essayer de trouver, de faire en sorte que... Ça sera à peu près à la même période? Je crois que ça va... Ils vont le pousser par un mois. Je crois que ça va être en mai. D'accord. Bah écoute, ça me fera très plaisir personnellement d'aller en Côte d'Ivoire. J'ai des amis, des gens que j'aime beaucoup qui sont de là-bas. Ouais, donc, Inch'Allah, pourquoi pas. Et puis également pour voir un peu comment le Bitcoin se développe dans le monde africain francophone. Ça sera très intéressant. Et bah écoute, parfait. Je te remercie beaucoup, Soli. C'est déjà... Il faudrait qu'on fasse un autre podcast pour pouvoir discuter de plein d'autres sujets. Moi, j'ai plein de sujets en tête. Il y avait notamment tout ce que tu fais sur la partie consulting, qui serait intéressante également de partager avec la communauté de Bitcoin. Donc, comment tu aides les entreprises, etc. Mais on va garder ça pour la prochaine fois. Bien sûr, pas de problème. Merci, je suis ravi d'être venu. Écoute, tu es le bienvenu quand tu veux à Dubaï. Et puis, Inch'Allah, on fait une prochaine. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup, Soli.